Bonjour et bienvenue dans Politiquement chaud avec bien sûr Olivier Duhamel, Jérôme Jaffray, Alexis Brézé. Notre invitée de la semaine s'appelle Marie-Noëlle Lienemann. Elle est sénatrice de Paris, elle est socialiste, plutôt à la gauche du Parti socialiste. On va parler ensemble de la crise sociale. Faut-il parler d'ailleurs de crise sociale, en tout cas de la grogne de la semaine. Alors, il y a tout juste 8 jours, on regardait ensemble l'échange François Hollande-Marine Le Pen. C'était au Parlement de Strasbourg. On avait vu un président très combatif. On avait salué le réveil de François Hollande. Cette semaine, il y a un autre échange où il semble beaucoup moins combatif, mais en revanche assez surpris par ce que lui dit son interlocuteur. C'était au chantier naval de Saint-Nazaire, lorsqu'un délégué CGT refuse la main que lui tend le président. Explication. Concernant la CGT, on ne considère pas qu'on doit vous rendre la politesse. On regarde ce qui se passe en ce moment, notamment à travers des luttes des salariés d'Air France. On considère que c'est une situation inacceptable, que ceux qui se battent aujourd'hui pour défendre leur gagne-pain se battent face à une violence patronale qui est de plus en plus imposante. Marie-Noëlle Lienemann, il a, j'allais dire, perdu la main. C'est pas qu'on ne lui serre pas la main, mais il a perdu la main aussi sur le social, François Hollande. Écoutez, ça fait un moment qu'on voit venir quand même cette tension sociale. Les salariés de notre pays n'ont pas vu de grandes améliorations dans leur situation. Ils attendent les résultats sur le front du chômage qui ne viennent pas. Ils attendent des résultats sur la réindustrialisation qui tardent. On fait appel sans arrêt à la négociation, mais dans la négociation, le rapport de force, ça se termine, vous savez, dans le temps au foot, on disait ça se termine toujours avec l'Allemagne qui gagne, et bien là, ça se termine toujours avec les salariés qui trinquent, quoi. Donc au bout d'un moment, vous êtes tout bien ça... de gauche et le président est donc de gauche, là, il n'y a pas de confusion moi, possible. je suis de gauche, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, alors. Oui, il y a un problème social dans ce pays. Comme dirait, il y a une fracture sociale dans ce pays. Et il n'y a pas qu'un problème social. Et là, d'ailleurs, ce n'est pas que le champ du politique qui est percuté, mais les politiques doivent y être attentifs. Il y a une tension globale partout. Les relations entre les individus sont de plus en plus tendues pour tout. Comme si tout était à flux tendu, on n'a pas de sérénité, une absence de confiance. Et dans le management des entreprises, pour comparer avec des amis à moi qui, par exemple, ont été managers dans des entreprises étrangères et dans les entreprises françaises, ils s'étonnent de la conception managériale assez pyramidale qu'on développe. Et évidemment, en rebond, vous avez des attitudes qui ne sont pas... Et pour prendre l'exemple d'Air France, il y a Air France et KLM. Ouais. Quand vous reprenez à KLM, il y a ce qu'on appelle le CCE chez nous, mais qui chez eux s'appelle Work Social Forum, a un droit de veto sur un certain nombre de décisions. Donc quand il y a des négociations Air France, les syndicalistes vous le disent, il y a une négociation d'abord avec KLM. La direction d'Air France KLM fait des concessions de sites et autres à KLM parce qu'il y a le droit de veto. Donc il faut arriver au compromis. Puis ensuite, vous avez la négociation en France. Le compromis, c'est si vous n'êtes pas d'accord, c'est mieux si on signe, mais si vous n'êtes pas d'accord, finalement, on fera quand même notre plan. Donc on voit bien qu'il y a une crise profonde du rapport d'autorité dans les entreprises, de dialogue social et de situation sociale du pays, parce que c'est quand même ça le fond de sauce. Le fond de sauce. Olivier Duhamel, si on met tout bout à bout, parce qu'il y a eu évidemment Air France, il y a cette séquence avec le président, la colère de la CGT, il y a aussi la grande manifestation des policiers cette semaine, et j'oublie les semaines précédentes, les médecins, les professeurs. Il y a une vraie tension, il y a vraiment une crise sociale globale. Est-ce que le gouvernement a des réponses ou une stratégie, ou bien c'est la godille ? Au risque de vous déplaire, je ne crois pas qu'il y ait une crise sociale globale du tout. Je pense qu'on monte en épingle et on exagère des phénomènes relativement contenus. Prenons le premier exemple que vous avez donné, qui était intéressant. En effet, le délégué de la CGT refuse de serrer la main du président de la République. Après, il lui parle extrêmement aimablement, aimablement. Oui, mais oui, mais c'est on n'est pas du tout. Un délégué CGT on n'est pas du tout dans des hurlements et tout ça. Les événements qui se sont passés à Air France, il faudra avoir le fin mot de l'histoire, mais il n'est pas exclu que ce soit des débordements qui se sont produits qui n'étaient pas du tout prémédités, même si bien entendu personne ne va dire que c'était bien, mais qu'il y avait que c'était pas prémédité, et qu'il n'y avait pas la moindre volonté de lynchage, mais que l'image a donné une impression beaucoup plus catastrophique que
était la réalité. La grande manifestation populaire, dites-vous, Arlette Chabot, la grande manifestation policière. Policière, je sais pas. Policière, la grande manifestation policière. Ils étaient 7000, 8000. D'ailleurs, l'écart entre les chiffres de la police et les chiffres des manifestants, s'agissant des policiers, est beaucoup plus réduit que d'habitude. C'était les gendarmes qui contrôlaient. Beaucoup plus réduit que d'habitude, puisqu'on est entre 7000 et 10 000. Écoutez, entre 7000 et 10 000, alors qu'il s'est passé tous ces événements assez dramatiques pour les policiers qui ont fait monter, en effet, très fortement la tension et qui a... Non, je pense que tout ça est très exagéré. Il y a de la dureté sociale, il y a de l'angoisse sociale, il n'y a pas de violence sociale et il n'y a pas de crise sociale. Alexis. Oui, je suis assez d'accord sur le point le fait qu'il n'y ait pas de crise sociale. D'ailleurs, le taux de conflictualité, le nombre de grèves, etc., n'a jamais été aussi bas. Donc ce n'est pas une question de crise sociale. Je crois qu'il y a une colère dans ce pays et que le débouché de cette colère, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, il n'est pas social. Il risque et il sera politique. Ouais. Et de ce point de vue, ce qu'on a vu cette semaine, ce n'est pas des signes sociaux, ce sont, à mon sens, des signes politiques. Je trouve assez symbolique qu'on ait cette coïncidence où finalement on a l'affaire Air France, l'affaire la manif des policiers, qui quand même, elle était quand même sans précédent. Il fallait remonter à très longtemps pour avoir une manif de policiers. Place Vendôme, je crois que depuis 80, il n'y en avait pas eu. Donc c'est quand même pas tout à fait rien. Il y avait 84 avec Elisabeth Guigou. Donc c'est quand même Badinter. Donc 84 Badinter. Il est tellement jeune que... Non, il y a eu 84 Badinter. Bon, en tout cas, c'est quelque chose c'est quand même pas courant. Mais ces deux affaires nous placent, à mon sens, au cœur des deux contradictions qui traversent aujourd'hui la gauche. La contradiction sur l'économie, le social, est-ce qu'il faut réformer, est-ce qu'il faut faire du social, et la question de l'autorité, jusqu'où il faut aller sur la sécurité, éventuellement et aussi sur l'immigration, qui sont les deux questions qui travaillent en profondeur aujourd'hui l'opinion française, et sur laquelle le gouvernement, et singulièrement le Premier ministre, sont très mal à l'aise, très déchirés, effectivement à la godille, comme vous dites, parce que Manuel Valls, sur ces deux questions, il a fait un tournant. Oui. Il a fait un tournant sur l'économie, le social-réformisme, donc en parole, on a affirmé ça, et d'où Macron, etc. Sur la sécurité, après l'affaire Charlie aussi, la fin de l'angélisme, la fermeté. Donc en parole, on a tout ça, mais quand on arrive dans le concret, sur le dossier Air France, on commence par soutenir la direction. Marielle Neumann n'est pas d'accord. Non, mais ils ont voté, les 3 représentants de l'État ont voté les 2 millions. Donc ils ont commencé par soutenir la direction. Et puis le temps passe, Mélenchon râle, des voix à gauche s'élèvent. Et là, on sent que ça s'effrite un peu, que François Hollande commence à mettre en parallèle les deux brutalités, que Ségolène Royal dit qu'il faudrait peut-être retirer le plan, que Valls est bien embêté, essaie de trouver à la godille, un peu à la Hollande, un juste milieu. Et même chose sur les policiers. Par rapport, là aussi, on sent bien que Valls est très embêté entre Taubira, qui est une alliée politique, qui pèse un poids, qu'il ne faut pas absolument désavouer, et puis la nécessité de réaffirmer cette fermeté. Le discours de Cazeneuve, de ce point de vue, était très, très intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, il soutient ses policiers, il parle de dysfonctionnement, mais son dysfonctionnement qui ne tombe de nulle part. Ce n'est pas une politique qui produit ces dysfonctionnements, ils arrivent comme ça. Donc on sent là un vrai embarras sur les deux points clés du débat public, que sont l'économie d'un côté et l'autorité de l'autre. Et ça, je pense que ça c'est lourd de lendemain politique douloureux pour le gouvernement. Et réjouissant pour vous. Oui. Réjouissant. Oui, on pense à Henri Rochefort qui, dans La Lanterne en 1868, écrivait « La France compte 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement ». Mécontentement, colère, effectivement, c'est des donnes fondamentales. On regarde un peu les sondages maintenant comme, bon, ben voilà, le gouvernement est impopulaire, le pouvoir est impopulaire. 82% des Français, dans le dernier baromètre Figaro Magazine Sofres, ne font pas confiance à François Hollande. Et parmi les ouvriers, ce pourcentage monte à 89%. Alors, il y a un moment où ça se traduit par quelque chose. Quand on arrive à des taux aussi incroyables, il faudrait que je vérifie, mais je ne suis même pas sûr que Sarkozy ait atteint des niveaux pareils d'impopularité parmi les ouvriers, et en tout cas globalement en aucun cas. Donc on a une insatisfaction, un mécontentement, une colère. Et on a un gouvernement un peu à la fois assailli et ballotté, je dirais, dans cette période quand même. Même si, effectivement, je ne parlerai pas de crise sociale générale. Assailli, parce qu'on voit les catégories une à une. On a eu les agriculteurs, ne les oublions pas, les agriculteurs quand même. Leurs difficultés avec la mondialisation, avec la révision de la PAC, ils sont étranglés dans leur outil de production. Les enseignants. Les taxis, parce que c'est la numérisation qui remet en cause ce qu'ils sont. Les policiers, c'est les tâches dans la fonction publique, les moyens de les remplir. Quand on vous explique qu'on a une voiture pour quadriller un quartier entier et que la voiture, elle roule à peine, évidemment, c'est difficile. Et puis les salariés,
quand il voit venir les licenciements. Car ce qui n'est pas pardonnable, c'est qu'on ne fasse pas tout pour éviter les licenciements. Et l'affaire d'Air France, c'est ça le problème. C'est le sentiment que dans cette grande compagnie, les Français, ils sont très attachés, ils estiment qu'elle peut réussir, elle doit réussir, qu'on ait un programme qui consiste seulement à la réduire en taille et à aller vers les licenciements. Faut trouver autre chose. Et donc là-dedans, le problème du pouvoir politique, mais alors ça ne vaut sans doute pas que pour la gauche, c'est qu'il n'est plus architecte, il n'est plus médecin, il ne construit pas, il ne soigne pas. Il n'est plus que pompier. Il vient avec sa petite lance et encore, il n'y a pas toujours de l'eau dans le camion des pompiers et il essaye d'éteindre. Déjà, ça va. Il essaye d'éteindre l'incendie. Et du coup, on aboutit à un gouvernement un peu ballotté entre des demandes contradictoires, des orientations contradictoires sur l'économie, ce quinquennat tout entier, et aussi entre la lutte contre les déficits et le besoin de croissance. Et nous n'arrivons pas à trouver le juste sur le social. Et c'est effectivement le problème à la fois de faire marcher le social, mais en même temps la demande d'autorité dans le pays. Donc on a cette situation et effectivement le conflit Air France a été emblématique. Mais il y a quand même une différence de traitement parce qu'on a bien vu quand même alors le gouvernement flottant sur Air France, on soutient la direction, puis on dit faudrait négocier, puis on dit on repart de l'autre côté, on soutient la direction, puis on dit en même temps que si on peut mettre le plan de l'autre côté. Mais alors en revanche, alors là, les policiers, même si c'est pas une manifestation extraordinaire, là vite. Oui, le gouvernement vite quoi vite des mesures annoncées par Manuel Valls. Mais des mesures, d'abord, les mesures, c'est très probablement, si on veut rester une démocratie, un état de droit digne de ce nom, pour l'essentiel, c'est impossible. Vous avez à peu près 60 000 permissions de sortie par an. C'est un élément absolument essentiel et indispensable de la préparation de la réinsertion. Quand vous êtes en fin d'incarcération, il faut préparer le retour dans la société, la recherche d'un emploi, etc., etc. Sur ces 60 000, vous avez à peu près 1% qui crée des problèmes, ce qui est très très embêtant et très fâcheux. Quelle est la solution? Vous ne pouvez pas accompagner les 60 000 sorties d'un policier, c'est de 2 policiers, ça n'a absolument aucun sens. Donc il est très probable qu'on ne peut rien faire de sérieux. Il y avait d'autres mesures annoncées quand même hier sur la procédure, etc. Oui, il y a une volonté de répondre. Des petites choses à la marge, et du coup on dit bon bah ça va, ils ont fait des petites choses. Il y a une grande conférence de presse. Les conditions de travail des policiers aussi. Non mais alors il y a la question des conditions de travail, mais elle n'est pas centrale. Non mais effectivement, à droite, on dit qu'elle n'est pas centrale, mais à gauche, ce qui est central, en tout cas dans les déclarations des syndicats de police, c'était on en a marre de courir après des gens, on les arrête, on les. Ça fait 15 ans qu'on entend ça. Non, pas 15 ans. Là, il y a une vraie augmentation de ça à cause d'un certain nombre de mesures. On peut être pour, mais les policiers sont contre. Je vous rappelle que la loi Perben, elle n'est pas d'hier. Non, mais elle n'est pas d'hier. Vous avez raison. Sur les permissions. Elle est de droite d'ailleurs. Non, mais elle a été faite par un gouvernement de droite. Non, mais en revanche, la contrainte pénale, ça c'est d'hier, et les juges eux-mêmes ne veulent pas l'appliquer. On ne peut pas dire tout son contraire. On ne peut pas dire que les mesures prises par la gauche, c'est-à-dire la contrainte pénale, sont la source des nouveaux problèmes et dire non, parce que les peines planchées, ce sont des mesures. La mesure qui est prise par Christiane Taubira, qui consiste à dire on ne remet pas en prison définitivement un type qui est en permission et qui s'évade. Autrefois, c'était automatique la révocation du sursis. Aujourd'hui, elle a dit la révocation du sursis n'est plus automatique. Tout ça, c'est des mesures dont les policiers demandaient l'abrogation. Ils ne l'ont pas obtenue. Donc, de ce point de vue, je rejoins Olivier. On a fait des belles phrases pour dire on vous comprend votre colère, mais on ne veut pas revenir sur la politique pénale de Christiane Taubira, qui, pour l'essentiel, d'installer des alternatives à la prison. On peut être pour, on peut être contre, mais ça n'est pas la même politique que celle de la fermeté. C'est deux politiques différentes. Merci Alexis Brézé. On va marquer une pause, c'est le rappel des titres, et ensuite on enchaîne pour la deuxième partie de l'émission, le débat. Deuxième partie du Politiquement chaud avec Marie-Noëlle Lienemann à la gauche du Parti socialiste, sénatrice de Paris. Question posée. François Hollande peut-il rassembler, s'il est candidat à l'élection présidentielle en 2017, toute la gauche derrière lui? La question est posée au moment où on sait que l'Union est un combat à gauche et le raisonnement qui est avancé par certains pour les régionales, eh bien, annonce un peu la même argumentation pour l'élection présidentielle. Écoutez. Il y a des moments où on peut considérer que finalement, chacun peut y aller séparément, qu'on est dans une dynamique forte et donc on peut prendre le temps de se compter. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. On n'est pas dans n'importe quelle situation quand vous avez une extrême droite aussi forte. Donc la division est le ferment de toutes les défaites à venir. Ils nous menacent tous avec leur revolver Front National. Ils nous mettent le revolver Front National sur la tête et ils nous disent faites l'union avec nous. Alors on va être d'accord avec eux, alors que c'est eux qui provoquent ce chaos qu'il y a dans le pays, ce chaos social.
Je vous ai fait un souvenir spécial, hein, Oui, Marine c'est Neumann, gentil, la mes deux jeunesse, compères, l'Essonne, avec vos amis, je sais la pas gauche qui est encore socialiste, votre ami oui, ou pas. absolument. La gauche socialiste, bon, autre temps, autre mœurs. Tout le monde peut se rassembler derrière François Hollande s'il est candidat à l'élection Non, mais je présidentielle. pense que s'il y a un Ou pas. rassemblement, c'est pas derrière un homme et c'est pas derrière François Hollande automatiquement. Ah, Si on veut faire donc rassembler... la réponse est non à cette question. La réponse, c'est si on veut rassembler les forces de gauche, il faut des primaires à gauche. Parce que Une il faut primaire, oui. enfin une primaire, oui. Une primaire à gauche. Parce qu'il faut qu'il y ait un moment où l'ensemble des conceptions de la gauche peut proposer une voie d'avenir pour la France. Si on était dans une situation où François Hollande, dans la joie et l'allégresse, avait massivement le soutien des forces de gauche, n'avait pas de problème dans sa majorité au Parlement, on avait du côté du peuple français la conviction qu'on a un président qui nous projette vers l'avenir, qui est fidèle à ses engagements. En gros, s'il avait réussi, quoi. S'il c'est ça avait que vous voulez réussi, dire. et D'accord. Vous pensez que s'il c'est avait pas le déjà cas. rassemblé la D'accord. gauche au démarrage, Oui. la question se poserait dans des termes Mais vous différents. l'imaginez se plier à une primaire? Ben écoutez, Obama l'a bien fait. Il n'a pas été affaibli. Et s'il ne le fait pas, s'il dit je ne me plie pas à une primaire, ça veut dire qu'il a peur de cette primaire. Et comment vous imaginez quelqu'un qui pense qu'il ne va pas gagner la primaire va gagner la présidentielle? Mais est-ce que Et vous par pensez ailleurs, s'il juste veut se sur ce point réconcilier- ce Oui. point qui est très important, vous pensez que si François Hollande décidait de se représenter, à condition qu'il y ait une primaire de l'ensemble de la gauche et qu'il la gagne, vous pensez qu'il est réaliste d'espérer que les écologistes d'un côté, devenus ce qu'ils sont, ou redevenus ce qu'ils ont toujours été, comme vous voulez, et le front de gauche de l'autre, Non, mais de toute participerait façon- à cette primaire? De toute façon, toute le façon, gauche, c'est perdu. Si c'était le cas, là, en effet, il y a vraiment un Non, mais scénario de toute positif façon, pour François moi, je Hollande. pense- Mais moi, je pense qu'ils n'accepteront ni Non. l'un ni l'autre. Non, mais Et attendez. lui, il n'accepte pas. Non mais attendez, bon, on peut dire qu'il n'y a il qu'une a seule perdu. solution, c'est tous derrière François Hollande, quoi qu'il fasse, n'importe quoi, c'est ce qu'il pense. Et bien moyennant quoi, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Et ça n'est pas bon ni pour le pays, ni pour la gauche. Parce que le pays, il a quand même besoin d'avoir des vrais débats politiques sur son avenir. Et il a besoin que, parce que si on ne veut pas que la seule alternative, c'est la même politique habillée avec un petit peu plus de ceci ou de cela, et que l'alternative, c'est Marine Le Pen, il faut qu'on redonne du sens aux deux projets de gauche et de droite dans ce pays. Et pour redonner du sens, il faut sortir de ce carcan où on débat vraiment des sujets de fond. Alors, il y aura probablement, quoi qu'il arrive, un candidat à la Mélenchon, gauche de là, la il est gauche, chaud, que chaud. ce soit Jean-Luc ou un autre, mais en tout cas, il y en aura. Il y en a toujours eu un. À supposer même que les écologistes trouvent quelqu'un pour être candidat. Pourquoi pas? Je vous rappelle qu'au présidentiel, les écologistes ont toujours un problème aux élections présidentielles. Donc la question centrale, c'est est-ce qu'on va mobiliser notre électorat autour du candidat dès le premier tour? Car ce qui change par rapport à l'avenir, à ce qu'on avait habituellement, c'est que c'est dès le premier tour qu'il faut être capable d'avoir le plus grand agrégat politique. Sinon, le candidat ne sera pas Alors, présent au second tour. François Hollande Il y a pense un que risque. le seul agrégat, il va le construire sur la peur de Marine Le Pen. Je crains que ça ne suffise pas. Et par ailleurs, ça n'est pas sain parce qu'on c'est lui donner les pleins pouvoirs quant à son programme. Donc la primaire, pour François Hollande, ce serait même une façon de se réconcilier avec une partie de son électorat. Pour lui rendre Ça, service. c'est Oui, positiver, non, pas là. pour lui rendre service, mais pour... Ben, il faut Si vous que... lui proposez quelque chose qui n'a aucune chance de se faire, c'est une manière je assez m'excuse, subtile mais de si- dire qu'il faut qu'il dégage. Quoi. Eh ben, par ailleurs, moi, personnellement, je ne pense pas que c'est le meilleur candidat. Mais personnellement, voilà, on y mais va. Voilà. je n'ai pas dit non plus que je ne voterai pas pour le candidat. Je dis les conditions du rassemblement, parce que je veux bien voter pour un candidat, quand on a eu un débat politique, qu'il a entendu la différence des propositions et qu'il est l'arbitre qui rassemble. Parce que s'il est, moi, suivez mon panache blanc et je rassemble pas, c'est d'ailleurs, si je dirais, la faute historique, originelle du quinquennat de François Hollande. C'est que dès qu'il arrive, il ne cherche pas à rassembler tous ceux qui ont fait sa victoire. Regardez comment il traite Martine Aubry par-dessus la jambe. Je ne dis pas qu'il fallait mettre Premier Et ministre. François Bayrou. Mais comment il traite François Bayrou? Moi, je ne suis pas pour une alliance. Je ne suis pas pour une alliance avec le MoDem. Mais je ne vois pas l'intérêt d'aller châtaigner à son poste de député un des mecs de droite qui va appeler à voter pour vous. Et par ailleurs, les alliés communistes qui avaient quand même fait 9 ou 10% à peu près dans l'électorat, vous ne les traitez pas sur le thème « You
depuis j'ai la majorité tout seul avec les socialistes, j'ai pas besoin de vous et je ne fais rien pour essayer d'avancer en commun. Pas forcément les mettre au gouvernement, mais des accords législatifs, quelques réformes significatives qui permettent que le camp de gauche se sente en ordre de marche pour suivre son président et accompagner le changement. Et sa faute originelle, elle est là. Et s'il veut repartir, ça repartira pas comme ça. Alors, prenons quand même les choses dans l'ordre. Le rassemblement est difficile, c'est évident, mais il faut voir le rassemblement de Hollande en 2017 est difficile, mais il faut voir comment le choc des régionales pourra intervenir dans la marche à ce rassemblement. C'est quand même une question. Le rassemblement difficile, eh bien, il y a un divorce profond au sein de la gauche, c'est évident. Il y a une gauche de contestation par rapport à la gauche de gouvernement, et cette gauche de contestation, elle est très forte, y compris dans l'électorat aujourd'hui. Elle est très importante. Il y a une gauche radicale. Je poursuis mon propos, si vous permettez. Ah oui, je crois que vous avez quand même développé le vôtre assez longuement. Il y a une gauche radicale qui pense que l'objectif fondamental, c'est d'abattre le Parti socialiste. C'est de transformer le Parti socialiste en PASOK. Et donc de l'évacuer du paysage politique. Le parti Grèce, c'est un objectif que poursuit une partie, en tout cas, de cette gauche radicale. Il y a une partie du Parti socialiste qui considère, qui anticipe déjà sur une défaite en 2017 et qui donc se demande comment prendre le pouvoir au sein du Parti socialiste au lendemain de l'échec. Et puis il y a tous ceux à gauche qui commencent à penser que malgré tout, c'est trop dur de gouverner, qu'il y a un confort de l'opposition, qu'on reprendra les positions locales, qu'on reprendra les positions régionales, les positions municipales, les positions départementales, et qu'on pourra critiquer une droite inhumaine et qui mène une politique qu'en aucun cas la gauche n'aurait menée. Donc on voit bien le cheminement. Choc des régionales devant. Le choc des régionales, c'est une lourde défaite de la gauche, et le choc maximum, c'est évidemment la victoire éventuelle de Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Comment réagir à cela et la marche vers la présidentielle s'en trouvera-t-elle modifiée? Là, la balle est en partie dans le camp de François Hollande. C'est évidemment le gouvernement qu'il fera en janvier, au lendemain de ces régionales, qui est le gouvernement de préparation de la présidentielle. Est-ce qu'il élargit la base politique? Est-ce qu'il élargit en particulier aux tendances du Parti socialiste qui ne sont pas représentées? Est-ce que, par exemple, Martine Aubry, après un échec socialiste dans le Nord et la victoire de Marine Le Pen, ne considérait pas que le moment est venu de rentrer dans la bataille parce que l'heure est trop grave pour le pays? C'est une question. Est-ce que François Hollande lui proposera cela? Car en tout cas, c'est pour moi une des conditions. Il faut aller vers le rassemblement. Alors, Alexis Brézé. Moi, je crois que sur cette histoire de régionale, on est en train de nous raconter, de préparer le réforme de Cambadélis Serrassa, une grande chanson qui nous expliquait que la gauche va perdre les régionales parce qu'elle est divisée. Certes, elle est divisée, et certes, ça n'arrange rien. Mais le problème fondamental de la gauche et du Parti socialiste, c'est qu'elle est trop basse. C'est pas la division, c'est la soustraction. Il n'y a pas assez d'électeurs. Il faut quand même rappeler qu'en 2010, la gauche, les socialistes et les Verts étaient à couteau tiré. Ça les a pas empêchés de rafler toutes les régions, sauf une. Aujourd'hui, en Midi-Pyrénées, dans les sondages, la gauche est divisée au premier tour. Elle gagne au deuxième parce qu'elle est suffisamment puissante pour gagner. Donc, certes, les divisions sont un problème au régional, mais le vrai problème, c'est le problème de niveau. Les divisions, en revanche, redeviennent un problème encore plus grave à la présidentielle, parce que là, c'est le risque de ne pas être au second tour. Et donc, on va faire mousser les divisions des régionales pour essayer d'empêcher la création de candidats, l'apparition de candidats à la présidentielle, tous derrière Hollande. Est-ce que ça peut marcher? Moi, je suis un peu dubitatif pour deux raisons. Quelles sont les raisons pour des partis de s'unir? Quand il y a des partis différents, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est d'accord. Et là, à l'évidence, on n'est pas d'accord. Donc il n'y a pas de raison. Ça n'empêche pas de s'unir, ça. Non, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Non, j'ai pas fini. Il y a deux raisons alternatives. Ou l'une ou l'autre. Ou on est d'accord, ou on a une espérance de victoire qui fait qu'on s'allie, et puis après on se répartit les fruits de la victoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, on n'est pas d'accord, et que tout le monde pense que François Hollande va perdre. Donc il n'y a aucune raison de s'allier, et donc chacun prépare l'après-défaite de François Hollande, et chacun a sa stratégie pour l'après-défaite de François Hollande. Mais il y a une grande différence entre la droite et la gauche qui est contenue pour part dans ce qu'a dit Jérôme Jaffray tout à l'heure. C'est que la droite, elle veut exercer le pouvoir. Elle le veut par nature, elle le veut par idéologie, elle le veut pour les intérêts de ses électeurs ou de ses amis. La gauche, mais elle rêve le plus souvent de ne pas exercer le pouvoir. Mettez-vous à la place d'un socialiste aujourd'hui. C'est terrifiant. Il perd les départementales, il perd les municipales. Non, mais il perd de l'argent, il perd des élus, il perd des postes, il se fait maltraiter, il se fait critiquer. Demain, si la droite revient,
C'est génial. Ils vont gagner les élections municipales. Ils vont gagner les élections départementales. Ils vont gagner, avoir des élus et des emplois. Ils vont être aimés. Les gens vont dire du bien, etc. Ils vont être éliminés. Le problème, c'est qu'ils vont être éliminés de la carte politique. Là, mais vous êtes, ils ne seront pas éliminés de la carte politique. Et fondamentalement, c'est une différence profonde entre la droite et la gauche, que le bonheur dans l'opposition de la gauche est plus grand que le bonheur de la droite. Là, vous avez raison. Marie-Noëlle Lienemann, vous rêvez de retourner dans l'opposition? Non, je reconnais la caricature. Vous êtes toujours dans l'opposition, quel que soit ceux qui sont au pouvoir. Non, pas du tout, j'ai été 2 fois ministre. Donc, il y a eu des petites parenthèses. Voilà, et pas dans les moments les plus faciles, parce qu'il y avait de l'adversité. Donc, à partir de là, la question qui est posée, c'est que tout le monde veut caricaturer la gauche. C'est tellement confortable de dire que c'est parce qu'on a le tropisme de l'opposition, parce qu'on serait une gauche de protestation et pas une gauche de gestion. Parce que ce qui est vrai, c'est que le rapport au pouvoir est différent. La droite estime qu'elle est légitimement à sa place parce qu'elle accompagne l'ordre des choses. La gauche, elle est là pour transformer l'ordre des choses. Donc l'exigence... C'est pas ce qu'elle fait en ce moment. Peu, manifestement. Voilà. Hein, et pas toujours dans le bon sens quand elle transforme. Donc, insuffisamment, en tout cas. Et donc, à partir de là, l'espérance de transformer, l'exigence de transformer les choses, évidemment, rend l'exercice du pouvoir plus complexe. Mais aujourd'hui, le désaccord, je ne suis pas d'accord, il n'est pas entre ceux qui veulent gouverner et ceux qui ne veulent pas. Nous, on a fait moult propositions de gouvernement. Quand on propose une réforme fiscale qui n'est pas la révolution prolétarienne, en essayant de redonner de la progressivité de l'impôt, quand on dit que la politique de l'offre, dans un monde tel qu'il est une politique déséquilibrée, et qu'il faut équilibrer la demande et l'offre et une stratégie de relance, ça n'est pas non plus révolutionnaire. Mais c'est une opposition radicale de deux thèses. Non, mais évidemment, le seul problème... Mais si, parce que justement, la question, c'est qu'à ce moment-là, il y a 2 hypothèses. Soit il y a la gauche qui est actuellement au pouvoir et majoritaire dans son camp, et si elle veut être élue, il faut quand même qu'elle écoute ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Mais moi, ma thèse, je vous le dis tout net, je pense qu'idéologiquement, cette gauche-là est minoritaire. Elle est d'autant plus minoritaire qu'on est dans une inversion de temps politique. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Hillary Clinton, qui n'est pas la plus gauchiste des démocrates, qui est obligée, parce qu'elle se rend compte de la réalité sociale dans laquelle vivent les Américains, de modifier son discours et ses propositions, parce que dans le camp démocrate américain, pourtant ils sont très unis les démocrates, le débat l'a bien montré chez les démocrates américains, c'est beaucoup plus uni que chez les républicains, parce qu'elle a bien conscience que ce qui se passe dans la société américaine l'amène à modifier son seul... Quand vous êtes président, vous n'êtes pas simplement votre point de vue, vous êtes celui qui fédère assez de force sociale pour changer dans le sens que vous pensez bon et pour votre pays et pour votre camp. Et ça, François Hollande se refuse pour l'instant de le faire. Donc, moi, je pense que plus il va dans le sens de « je ne bougerai sur rien, vous êtes que des mauvais, vous n'avez rien compris, vous êtes la vieille gauche archaïque », plus il aura du mal à rassembler. Va-t-il changer? Je demande donc qu'on réouvre ce débat. Lui, il va essayer, oui, il va dire... Il va changer, François Hollande. Il va dire, regardez, la division, c'est la disparition. Oui, mais sur le fond, dit Marie-Noëlle Lienemann. Mais non, il ne peut pas, parce que la réalité l'en empêche, la réalité économique l'en empêche. C'est l'abstention. Mais non, mais la réalité économique, il ne peut pas, il n'a pas de marge de manœuvre, il n'a pas d'argent. Il va rajouter des impôts, il y a de l'argent. Mais il est confronté au ras-le-bol fiscal des classes moyennes. Quand vous dites, pardon, juste un mot, quand vous dites que la gauche réformatrice est minoritaire, aujourd'hui, en tout cas, au Parlement, c'est pas le cas. Réformatrice, non. Non, enfin, bon, elle est la gauche modérée, hollandaise, valtienne, ce que vous voulez. Oui. Bon, elle est minoritaire. C'est pas si sûr que ça. Quand on regarde, par exemple, les sondages, y compris à gauche, autour des propositions d'Emmanuel Macron, réformer le statut des fonctionnaires, les 35 heures, elles sont majoritaires, y compris à gauche, même au sein du parti de gauche, il fait quasiment 50%. Donc ça veut dire que pourquoi il y a un mystère cette gauche-là... ça a toujours été. Tous les sondages de France sur les fonctionnaires... Je pense que majoritaire-minoritaire, c'est très difficile à trancher, mais ce que vous nous dites là en ce moment, c'est que ces deux gauches sont irréconciliables. Non. Ça, oui. S'il y a un leader politique qui a l'intention, je m'excuse, mais c'est le débat des primaires. Il faut que les gens puissent s'entendre, parce qu'aujourd'hui, je ne veux voir qu'une seule tête. Et donc, on nous ressasse les mêmes. Mais voilà, vous ressortez. Mais moi, par exemple, je pourrais être candidate. Oui. Je pourrais être candidate au premier tour des primaires. Je ne sais pas quel score je ferai.
Je ne suis pas dans les sondages et je ne souhaite pas l'être. Je souhaite pouvoir exprimer ce que je pense être ce que j'appelle le socialisme républicain contemporain. Tout le monde candidat à ce moment-là. Mais non, c'est pas seulement. Si, tout le monde candidat, chacun a envie d'exprimer quelque chose. Peut-être, mais dans ce cas-là, il faudra avoir. Il y a des conditions pour être candidat. Ah oui. Il faut des signataires, il faut des membres du truc. Je vous rappelle que moi, je suis dans un courant qui est toujours, s'est exprimé, a toujours été bien représenté et à minima a fait 15% du Parti socialiste. Jérôme Jaffray, est-ce qu'il faut alors changer que Manuel Valls n'avait fait que 5%. Alors, précisément, les gens précisément, vous citez le nom de Valls, c'est intéressant parce que c'est un élément qui pousse aux socialistes à réclamer que François Hollande se représente. Parce que si Hollande ne se représente pas, c'est Manuel Valls le mieux placé. Là, en revanche, il faudra la primaire. Oui. Si si Hollande ne se représente pas, la primaire devient obligatoire dans ce système et nous aurons une situation. Mais Valls serait le mieux placé. Et au fond, il déstabilise le Parti socialiste dans ses composantes qui, du coup, dit « Mais Hollande, fais ton devoir, François ». Représente-toi. On a vu comment ça marchait, fais ton devoir. Henri Emmanuelli le disait à Jacques Delors, fais ton devoir, Jacques. Mais apparemment, Hollande a assez envie de le faire. Alors évidemment, il n'y aura pas unité. La différence, c'est qu'Hollande a envie et qu'on n'a pas envie de lui. Il y aura des alors qu'on candidats avait envie de Delors qui n'avait pas envie. Au premier tour. Mais l'espoir, alors le calcul politique, à tort ou à raison, de Hollande, s'il veut être candidat, c'est de considérer qu'il y aura une pression extraordinaire au niveau des électeurs, pas au niveau des forces politiques, pour qualifier la gauche pour le second tour de la présidentielle. Si vous avez Sarkozy et Marine Le Pen, pour les électeurs de gauche qui auraient envie de voter Mélenchon, Duflot, Clémentine Autain, Marie-Noëlle Lienemann, il se dirait, mais non, on vote pour le candidat qui peut nous représenter au second tour de scrutin. C'est un élément essentiel. Si François Hollande vous écoute, vous êtes en train de le convaincre d'y aller, Jérôme. Deuxième élément pour Hollande, là-dedans, convaincre les électeurs de gauche que certes, son quinquennat n'est pas parfait, loin de là, mais que si on va vers le programme Sarkozy ou vers le programme Marine Le Pen, c'est la catastrophe ou quelque chose de très dur pour le pays. Donc, il y a pas là-dessus aussi, il faut accepter que ce soit un programme réformiste. Et enfin, dernière chose, pour Hollande, il faut élargir la gauche. Vous ne pouvez pas aller sur une présidentielle et espérer gouverner 5 ans de plus avec une gauche à 35% des voix. Du coup, ça va reposer. C'est la dernière fenêtre post-régionale à suivre en janvier. C'est la question d'une éventuelle réforme du mode de scrutin des législatives qui, en janvier, est posée. Il y a le changement de gouvernement qui est capital. Il faut surveiller la question du mode de scrutin, me semble-t-il. Ça veut dire ouvrir, quand vous dites élargir la gauche, ça veut dire ouvrir au centre En tout cas, il faut casser la droite et créer un centre qui serait prêt. Marie-Noëlle Lienemann. Mais il y a qui, Jérôme? Mais alors, je n'y crois plus, Jérôme. Si vous cassez la droite et si Hollande est réélu, reconnaissez qu'il y a un peu de jeu politique à vous casser. Le jeu, d'abord, je pense que les électeurs sont de plus en plus distants. Les électeurs sont de plus distants des jeux, des leaders, etc. C'est pourquoi je pense qu'il faut trouver une façon de les associer à un moment clé où il faut fédérer. Mais la deuxième chose, c'est que le centre, dans les périodes de crise lourde, comme nous le vivons, il est déjà par nature, il est affaibli. Parce que vous avez une polarisation, à la fois les colères et à la fois le fait qu'il y ait une vraie nécessité de réforme. Parce que moi, je nie l'idée que la gauche que je représente ne soit pas une gauche réformiste. La question, c'est lesquelles ? Comment et sous quelle priorité on les met. Donc ce ressenti-là est fort, et le centre, qui est quand même en entre-deux, qui fait croire que sans trop de casse, on va réussir à modifier la société française, ça, il n'a pas d'espace politique. Et les primaires vont donner de la légitimité au candidat de droite qui sera désigné, que ce soit Sarkozy, Juppé ou Fillon. Alexis Brézé, est-ce que c'est pas le choix du candidat de la droite qui déterminera la possibilité pour François Hollande d'être lui-même candidat ou pas ? Au fond, c'est ça. Il va falloir qu'il attende, parce que si c'est Juppé ou si Sarkozy, c'est pas la même histoire pour lui. Je pense que lui, il espère que ce soit Sarkozy. Oui, justement. Mais cela dit, si c'est juste... Ça ne l'empêchera pas, parce que là, le grand clivage dur, ça ne l'empêchera pas pour les raisons qu'on a dites. Il est président, il n'y aura pas de primaire, et vous le savez, on peut le regretter. Attendez, vous verrez. Mais je vous paierai une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne à ma droite. Non, mais je crois vraiment... à ma gauche. Mais après, on peut imaginer que François Hollande, parce qu'il voit qu'il n'est pas qualifié pour le second tour, décide de renoncer. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas autre chose, c'est la seule chose. Bon, donc on est d'accord. Attendez, juste un mot sur le remaniement. Je voudrais juste dire un mot sur le remaniement. Le grand rendez-vous, le changement de gouvernement, le grand rendez-vous de l'après-régional, etc. Moi, je pense que bien sûr, ça passionnera les journalistes pendant 3 jours, les observateurs pendant 4 jours, mais ça ne changera rien à rien. C'est pas parce que François de Rugy rentre... Non, mais le centre, c'est fini. Maintenant, il fallait le faire avant. Sauf s'il y a un changement de ligne politique. Mais non.
ne peut plus changer, c'est trop tard. Même il ferait rentrer politique. Martine Aubry, ce que je ne crois pas. Bon, ben, on en parlerait pendant 8 jours. Mais le sentiment de l'opinion, il est fixé maintenant. Ça ne va pas changer comme ça parce qu'on change un ministre. La seule carte qui lui reste à François Hollande, c'est qu'une partie significative du peuple de gauche pense il n'est pas terrible, mais pour nous, c'est quand même un peu mieux que Valls. C'est pas mal mieux que Juppé, c'est infiniment mieux que c'est le Sarko, moindre mal. et n'en parlons même pas de Le Pen. Bon, si ce Moi, sentiment-là je ne monte, crois pas qu'on devient président de la République super positif, en quoi. étant le moindre mal. mais on devient président de la République par défaut depuis 15 Mais ans pas dans du ce pays. tout, pas du tout, je suis alors, pas d'accord. écoutez, Alors, regardez c'est la- l'histoire de la 5e Eh République. bien, justement, je la connais quand même pas mal. Enfin, Ce que je veux dire... Gauche que Hollande. comme Non, mais candidat. voilà, ce que je veux dire, c'est que, mais pas dans le contrairement à parti. ce qu'on raconte, Pas dans le parti, mais l'électorat de l'élargissement gauche. ne se fait jamais ni au centre, ni etc. Elle se fait par celui qui incarne le mieux, à l'instant T, le projet républicain et national. Quand c'est le social, c'est plutôt les candidats de gauche. Quand c'est la question de l'ordre, c'est plutôt les candidats de droite. Et on vous termine pouvez faire là-dessus, ce que vous Marie-Noël voulez, c'est ça Lienemann. qui se passe. Merci à tous, merci Marie-Noël Lienemann. Merci, on se retrouve dans une semaine pour un autre politiquement très chaud.